Bonjour à tous, bienvenue pour nos conférences techniques et scientifiques. Bonjour Réol, avec sa fumée. On s'excuse du retard, du coup, c'est des problèmes techniques, mais ça, a priori, ça devrait s'arranger avec le temps. Du coup, je vais pas tarder plus, je vais vous laisser avec notre cher ami Quentin Van Butzel, qui va nous présenter sa conférence sur la physiologie et les techniques de propulsion. Bon, je vais lui laisser l'honneur de faire ça. Ok. Donc moi, je vais vous présenter vite fait une conférence sur physiologie, comme j'ai appelé ça, sur quelles alternatives existent-ils à la propulsion spatiale conventionnelle. Présentation rapide, je m'appelle donc Quentin Butzel, je suis alternant à Intech, et avant toute chose, je tiens à préciser, je suis un amateur, je suis juste un étudiant en informatique, je ne suis pas expert en astrophysique, expert en astronef, c'est juste que ça fait des années et des années que je me passionne de ce genre de sujet, et le but de cette conférence, quand on me l'a proposé, c'était de partager ma passion. Donc, bien évidemment, tout ce que je vais pouvoir dire, c'est à prendre, comme on dit en anglais, avec des grains de sel, avec un petit peu de recul. Si jamais vous vous rendez compte que je sors des énormités, vous êtes autorisé à me lancer des tomates. Pas trop quand même, parce qu'après il faut nettoyer. Ou alors, n'hésitez pas à le faire remarquer dans les questions à la fin, et je vous rassure, il y aura des sources, donc si vous souhaitez compléter tout ce que je vais vous dire, il y aura moyen derrière. Alors, déjà, il y a un petit peu de cadrage avant, un petit peu avant-propos. Premier truc, quand j'ai commencé à travailler la rédaction, je me suis rendu compte que des modèles de propulsion non conventionnelle, propulsion alternative, il n'y en a pas un, deux, trois, il y en a des centaines. Genre beaucoup, 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 beaucoup. Alors au début, je m'étais dit, est-ce que je fais un truc exhaustif? Il y en aurait eu pour 4 jours. Donc j'ai plutôt pris la décision de restreindre la présentation à quelques modèles types et quelques exemples particuliers de ces modèles types. Donc j'ai aussi fait des moyennes par rapport aux chiffres, parce que bien évidemment, il y a des grands tarés qui ont fait tous les calculs correspondants pour tous les modèles et tous les moteurs possibles. Donc bien évidemment, je me suis dit, bon, je vais prendre des fourchettes, je ne vais pas vous donner les chiffres exacts à chaque fois, parce que sinon, on aura des colonnes de chiffres partout, ce serait absolument moche, quoi. Ensuite, il y a eu un deuxième problème auquel j'ai confronté, c'est ce que dans le jargon des passionnés, ce qu'on appelle le handwavium ou le unobtainium. Alors dans l'ordre, le unobtainium, c'est de dire, bon, la science nous dit que c'est faisable ce moteur. L'ingénierie nous dit, alors faut miner tout ce minerai-là de tout le système solaire. Oui, non, non. Enfin, scientifiquement, oui. Matériellement, c'est un peu plus compliqué. Et handwavium, ce sont des moteurs où on va dire, ouais, les lois de la physique. Ouais. On va dire que. Donc bien évidemment, j'ai éliminé de cette présentation tous les moteurs qui sont à violer les lois de la physique, et tous les moteurs où l'ingénierie a dit que ouais non, enfin c'est clairement pas possible en fait. Donc dans ce cas-là, on a en effet tous les moteurs supraluminiques, donc désolé pour ceux qui voulaient plus que la lumière, c'est mort. Et j'ai aussi éliminé volontairement les moteurs à antimatière, puisque l'ingénierie nous raconte que c'est quasiment impossible de les fabriquer, de produire suffisamment d'antimatière. Alors, je vais sortir beaucoup de concepts techniques au fur et à mesure de la conférence. J'essaie d'expurger le maximum les maths. Je sais que vous êtes tous ingénieurs, vous êtes tous à déjà en manger tous les jours. C'est la fin d'année, je pense que tout le monde a envie d'un petit peu changer. Donc j'ai essayé de restreindre le maximum les maths, mais du coup ça a eu un prix. C'est que j'ai dû réduire la compréhension. Donc j'ai essayé de synthétiser au maximum. On va, comme je disais, avoir beaucoup d'approximations, parce qu'il n'y a pas le choix, et parce que j'ai pas envie de vous assommer avec 40 000 chiffres complètement abscons. Voilà pour les principaux points, et en effet, je vais vous parler uniquement des modèles de propulsion, pas des vaisseaux, parce que si on s'amuse à parler du vaisseau, son alimentation électrique, le support vie de l'équipage, etc., on n'en a pas fini, donc je vais juste vous présenter des modèles de propulsion différents. Alors, petit principe de base, parce qu'il faut un petit peu recadrer, comme je disais. Ces principes de base, ils ont été lancés par un type vachement sympa, Konstantin Tsiolkovsky, notre bien-aimé fondateur, entre guillemets, puisqu'il est né en 1857, il y a plus d'un siècle et demi, et mort en 1935, et c'est lui qui aura théorisé la totalité des équations sur la propulsion et le vol spatial. Et il faut se dire qu'il était visionnaire, puisqu'il est mort des années avant le vol de la première fusée allemande V2. Donc, visionnaire au possible, et on lui doit la quasi-totalité des équations qu'on utilise aujourd'hui. Tsiolkovsky va énoncer une équation très simple, en apparence, c'est vrai que quand on n'est pas trop matheux, on n'aime pas trop, mais qui va dire, voilà, cet aéronef, il peut aller jusqu'à telle vitesse au total, à partir de deux paramètres principaux, la masse de l'aéronef et son carburant, et la vitesse d'éjection du carburant. Alors pourquoi vitesse d'éjection? Tsiolkovsky avait une petite expérience vachement sympa pour expliquer le problème, c'est l'exemple dit de la barque. Un homme est sur un lac,
il a que des cailloux dans sa barque, et il aimerait bien bouger sa barque. Alors pour des raisons et les raisons de l'expérience, l'eau est brûlante, il peut pas mettre les mains dedans, hein, bien sûr. Donc bien évidemment, s'il lance les cailloux dans un sens, loi de Newton oblige, la barre va aller dans l'autre sens. Donc une fusée, un véhicule spatial, c'est la même chose, il faut balancer quelque chose, de la masse, à une certaine vitesse pour espérer aller dans l'autre sens. Donc bien évidemment, si on balance des trucs très très vite, on peut espérer que notre vaisseau aille très très vite. Ou si on en balance beaucoup, bien évidemment, on peut espérer d'aller très très vite aussi. Ok. Petite échelle de mesure pour mesurer un petit peu l'efficacité de notre moteur. C'est ce qu'on appelle l'impulsion spécifique. Concrètement, ça va être pour une unité de carburant qu'on va fournir à ce moteur, combien de temps ce moteur va pouvoir fonctionner. Et une unité de carburant, c'est 1 kg de carburant, c'est l'unité qui a été définie. Et donc bien évidemment, si votre moteur peut fonctionner avec 1 kg de carburant pendant 15 ans, il est genre super efficace. S'il fonctionne que quelques dizaines de secondes, son efficacité est peut-être à revoir. Donc ça va être l'efficacité du moteur en sortie, l'impulsion spécifique, qui est donnée donc en secondes, qui est la durée de fonctionnement du moteur. Alors, autre valeur pour mesurer nos moteurs, ça va être la force de poussée. Concrètement, si notre moteur a une faible force de poussée, vous lui demandez de pousser une tour Eiffel, bah, il va pouvoir vous le faire, mais il va falloir attendre un petit peu, parce que il va doucement. S'il a une très forte poussée, vous pouvez lui demander de soulever la tour Eiffel, ça le fait. Et il vous le fait dans la seconde. Je ne sais pas si je suis très clair déjà par rapport à tous ces paramètres. Alors je rassure, il n'y a que ces deux-là. Au début, je m'étais dit, je vais faire des calculs pour vous donner un ordre de grandeur de combien de temps il faut faire pour faire un voyage à Alpha du Centaure avec ses moteurs. Donc j'avais commencé à faire des calculs avec la masse du vaisseau, puis très rapidement, ah oui, mais le support vie, il faut le prendre en compte, il y a la masse structurelle, ça devenait tout de suite immonde niveau calcul, et je me suis dit, laisse tomber, dommage, je ne pourrais pas vous proposer juste une durée temporelle de sortie, mais j'espère qu'avec ces deux valeurs, à savoir l'efficacité du moteur, l'impulsion spécifique, et sa poussée, on va avoir une sortie. On va avoir quelque chose de cohérent. La poussée nous permet d'avancer le vaisseau. Ok. Alors, avant de parler des propulsions alternatives, je vais vous parler vite fait des propulsions dites conventionnelles. Alors, nos amis d'Heresia connaissent déjà ces méthodes de base, je pense, puisque la propulsion conventionnelle la plus classique, c'est la poudre à canon, c'est la propulsion à poudre, où on a un carburant qui, une fois allumé, brûle intégralement. C'est le concept de la poudre à canon. Alors, avec un peu de bidouille et en faisant des bêtises, on peut espérer aller dans l'espace comme ça, hein, en s'attachant à un gros baril de poudre. C'est la méthode de Looney Tunes. Bon, c'est pas une bonne idée, hein, vraiment pas, parce que une fois que vous allumez votre moteur, il brûle intégralement. Et puis niveau rendement, voilà, si je vous donne l'énorme, monstrueux booster d'Ariane 5, on a 275 secondes d'impulsion spécifique. Donc il va fonctionner pendant 2 minutes, avec tout la propulsion, et voilà. Pas vraiment le plus efficace, mais ça marche. C'est facile à fabriquer et ça coûte pas trop cher. Enfin, je pense que vous me confirmer le budget pour la future fusée qui part. Vous êtes fait offert. En plus, c'est plus simple. Ok. Donc, au-delà de la production à poudre, il y a d'autres méthodes. L'autre méthode, c'est de faire des réactions chimiques. Donc, des réactions chimiques basiques, si j'ose dire. On va prendre du kérosène avec de l'oxygène liquide. On va prendre de l'hydrogène et de l'oxygène liquide ou du méthane. C'est le moteur que SpaceX développe, le Raptor. Le principe est tout bête. Dans la chambre de combustion, on fait la réaction de fluide, ça fait une explosion, ça fait de la chaleur et des gaz chauds, ça sort par la tuyère, problème résolu. C'est bien, c'est efficace, c'est facile à faire, hein, parce que nous, faire des explosions à partir d'un carburant à comburant, depuis plus de 100 ans, l'humanité sait faire. Par contre, bon, à nouveau, niveau rendement, voilà, 380 secondes d'impulsion spécifique, c'est un peu faible. Niveau poussée, c'est correct, parce qu'avec ça, on peut faire pousser la fusée sans problème. On va pas bien loin. Donc il faut trouver d'autres méthodes. Alors, première proposition, première solution, au lieu d'utiliser la chimie, on va faire appel à l'électricité. On va ioniser un gaz. Le plus souvent, ça va être un gaz noble, style du xénon. Et le problème de cette méthode est très efficace. Là, on a un facteur 10 par rapport à ce que SpaceX est capable de fournir avec son Raptor. Par contre, niveau poussée, il ne faut pas être pressé. Vraiment pas. Hein, c'est du tortue. C'est parfait pour une sonde spatiale, puisque on va pouvoir dire, bon, la poussée va se faire pendant 4 ans. Ça a marché, hein, c'est efficace. À bord d'une sonde comme Dawn, par exemple, qui allait visiter la ceinture d'astéroïdes, il n'y a même pas 10-20 kg de carburant, à comparer aux plusieurs milliers, j'exagère, centaines de tonnes
d'une fusée SpaceX en carburant. Donc là, on est sur un rendement extrêmement efficace. L'idée est toute bête, on prend donc le gaz, on le fait passer dans une grille, on enlève ses électrons, le gaz est accéléré, on a un aimant en sortie du moteur, le gaz est éjecté, ce qui donne cette très jolie couleur bleutée en sortie, gaz ionisé. Bon, alors c'est pas un moteur que vous allez pouvoir utiliser en atmosphère, hein, parce que si vous faites ça, votre atmosphère elle va étouffer votre moteur, et puis sur Terre, si vous essayez de décoller sur Terre avec moins d'un newton, vous faites bien du courage. Donc, c'est une solution parfaite pour des sondes spatiales, mais alors pour transporter des humains, ou décoller de la Terre, pas vraiment ça. Changeons de technique. On peut ioniser un gaz, et pourquoi pas le chauffer? On va le transformer en plasma. On y va franchement, là c'est le concept du VASIM. Alors, le détail technique c'est j'ai pas noté malheureusement l'abréviation. Donc on va ioniser un gaz, à nouveau, souvent du xénon ou de l'hydrogène. Oui, tu avais... c'est un cas particulier, c'est un gaz ionisé aussi, mais avec un choc. Je ne vais pas rentrer dans le détail du moteur à FEOL. Justement, il est dans les moteurs à ion, mais c'est un cas particulier des moteurs à ion. En fait. Le VASIM, l'idée est toute simple, comme je disais, on ionise le gaz, on le chauffe, alors soit avec des énormes antennes à micro-ondes, soit avec des lasers, et on en sort du plasma à haute température. Et là, niveau rendement, ça commence tout de suite à être un peu plus intéressant. Parce que, souvenez-vous, notre moteur à ion, on est sur du 3000, là on est sur du 29 000 secondes pour 1 kg de carburant. Et l'avantage du VASIM, c'est vu qu'on peut changer la quantité de gaz ou la capacité des aimants à le chauffer, on peut faire varier sa puissance, ce qui est relativement rentable si on décide soudainement de freiner ou si on décide de faire un vol de croisière où on accélère pendant un laps de temps. Alors, le plasma c'est bien, actuellement le VASIM a été étudié pour être installé à bord de la Station Spatiale Internationale. En théorie il aurait dû être installé en 2008, en théorie. En pratique, c'est toujours pas le cas parce qu'il y a encore plein de cas à soulever, notamment les super-aimants supraconducteurs pour maintenir le plasma. Bon, donc la propulsion électrique, ouais, c'est rentable, mais on le voit, niveau efficacité, par contre, bof quoi. On va essayer d'aller un petit peu plus loin. Allez, au-delà de la propulsion chimique, de l'électrique, on a tout ce qui est propulsion nucléaire. Là, ça commence à devenir un peu plus puissant, puisqu'il suffit juste de prendre des barres d'uranium, de faire passer le carburant, de l'hydrogène, il chauffe à très haute température, genre 3000 degrés, et ça sort. Voire bonus, à ce moment-là, vous réinjectez de l'oxygène, votre hydrogène est brûlant, il enlève là en plus sa réaction chimique, bonus parfait. Alors là, on a le modèle du Lanterre. J'aime beaucoup les blagues parce qu'ils ont quasiment nommé tous les moteurs à propulsion nucléaire en rapport avec lampes, ampoules et compagnie. À savoir que ce moteur-là a existé un court instant durant le début de la conquête spatiale. Ça a été un début d'étude et un moteur à fission nucléaire comme ça a fonctionné sur Terre pendant une journée. Il a marché très bien. Puis après, on s'est dit, ouais, mais c'est nucléaire. Et le grand public, il a dit que le nucléaire, c'est mal. Donc ces recherches ont été abandonnées, mais à l'heure actuelle, on sait fabriquer un moteur nucléaire. Le détail, c'est qu'il faut donc mettre en orbite des barres d'uranium. Si elles retombent, les gens sont contents. Mais là, on le voit, c'est radical. Certes, l'impulsion spécifique est pas génial, donc faut pas espérer travailler pendant des années. Par contre, niveau poussé, on est quand même sur 1000 fois plus qu'un moteur Raptor de SpaceX. Donc avec ça, vous imaginez un vaisseau en orbite qui vous emmène vers Mars avec ça, vous avez toute votre charge utile, hein, l'atterrisseur, le transporteur, tout. Efficace. Allez, nucléaire, on pourrait peut-être aller un peu plus loin quand même. Mais il y a des gens qui ont imaginé le truc bien avant nous. Et si vous vous souvenez bien, le moteur nucléaire, c'est le moteur qui propulse la fusée de Tintin. Donc en 1953, le concept existait déjà. Ok, continuons un petit peu. Ouais. Oui, c'est volontaire, parce qu'en fait, actuellement, c'est que des papiers qui ont été imaginés, et il y a très rarement des chiffrages qui ont été réalisés, et je me suis dit que si je voulais un chiffrage, je pouvais le donner que pour 2 moteurs, et les autres, on n'a pas encore le chiffrage, parce que c'est fantasmagorique que on a chiffré le truc. Mais objectivement, plus dans le milliard de dollars pour certains, parce que c'est zéro. Ok.
Propulsion nucléaire, disais-je, donc on a un moteur avec des barres de combustible solides. Pourquoi pas aller plus loin? Et ça a été une idée complètement démente qui a été imaginée, c'est que le cœur, au lieu d'être solide, il va être gazeux. On va volontairement faire que le cœur nucléaire, vous vous souvenez, Fukushima, Tchernobyl, où le cœur commence à fondre, ben là, on va volontairement le faire, on va mettre le cœur en fusion, voire même mieux, on va le faire gazeux. Ça donne du coup un monstre qui va chauffer à plusieurs milliers de degrés. On va exploiter volontairement l'enfer nucléaire qui normalement est complètement critique et créer ce qu'on appelle des light bulbs, comme les appeler, les ampoules. Le principe, on va créer des petites ampoules comme ça d'uranium gazeux, donc à plusieurs milliers de degrés, et on va faire circuler le gaz autour et l'éjecter. Dedans, alors là on a une coupe, il faut imaginer que la partie en bleu c'est un cylindre de gaz d'uranium qui va tourner à grande vitesse pour être à peu près stable, qui est à plus de, si j'ai bien noté, à plus de 23 000 degrés, sous très haute pression, et on fait tourner le gaz autour, tout bêtement. Voilà. Donc ça a été une idée. Je l'aime beaucoup celui-là parce que il est complètement pété, parce que si on commence à avoir les valeurs, il est hyper efficace, et en plus, si vous voulez, vous pouvez décoller de la Terre avec. Après, il faut avoir envie de décoller avec un énorme truc qui fait la taille de la salle, un enfer nucléaire à l'intérieur. Faut avoir envie. Mais ça marche. Enfin, sur le papier. Donc ça, c'est la proposition du light bulb. Puis là-dessus, il y en a qui se sont dit, mais attends voir. Il n'y a pas moyen d'aller encore plus loin là dans le délire nucléaire. Et là, ça a été le concept Orion. Orion, il y en a qui connaissent. Orion, ça a été, les mecs, pourquoi le vaisseau, il larguerait pas des bombes nucléaires derrière lui pour voler. Et le concept d'Orion était né. Alors, ça a l'air sorti d'un cerveau dément, c'est la blague, mais en l'occurrence, Stanislas Ulam, de son petit nom, c'est lui qui a inventé la bombe à hydrogène, donc en un sens, c'est cohérent. Alors, un truc comme ça, je me suis amusé à prendre les chiffres d'Orion tels qu'ils ont été calculés. Faut s'imaginer qu'Orion a été imaginé alors que Saturne V commençait à être finalement d'être mis au point, on a les années 50, 60. Et à côté de ça, il y avait le concept d'Orion qui était mis sur le papier. Voilà, donc les gars, l'idée est toute simple. On va faire un stock de bombes nucléaires, voilà, dans des racks. Et puis on va les laisser tomber derrière le vaisseau. On va les faire péter. Et il y a une plaque d'amortissage qui va prendre l'explosion en pleine face. Et ça va faire avancer le vaisseau. Et dans le meilleur des cas, on peut le faire décoller du sol. Hein, vous imaginez le truc? 3, 2, vous détruisez le pas de tir à chaque fois, hein, c'est sûr. Alors, la petite blague, ce qui m'a toujours fait marrer, c'est que ce monstre, faut imaginer que ce truc-là, ça fait la taille de la Tour Eiffel. C'est monstrueux, un vaisseau Orion est monstrueusement grand. À tel point que l'armée américaine avait dit, mais attendez, ça peut faire la taille de la Tour Eiffel? Et si on fout là-dedans des missiles nucléaires, des canons, et de l'armement pour un débarquement? Ouais, c'est faisable. Et le concept, alors là j'ai pas trouvé les chiffres, mais vous voyez qu'en effet ça vient du rapport qui a été émis par l'armée américaine à l'époque. C'était, mais attendez, on peut créer un vaisseau spatial de combat qu'on va lancer du sol avec des bombes nucléaires et qui va balancer des bombes nucléaires sur les Russes. Ouais. Voilà. Comme ça on nucléaire si son pays en effet et celui de gars d'arriver. Il faut imaginer qu'à ce moment-là, Kennedy il voit la maquette du machin, donc le truc qui a la tronche d'un obus, qui est hérissé de canons, qui est et il dit c'est quoi ça? Oh ça c'est juste un vaisseau de combat, c'est un croiseur de bataille spatial. Vous imaginez Kennedy, hein, relativement pacifiste quand même le gars, vous m'arrêtez ça tout de suite. Et Kennedy a volontairement dit stop au projet Orion militaire, parce qu'en effet, sur le papier, c'est concevoir un vaisseau de bataille. Alors Orion, là, on joue dans la cour des grands, puisque l'impulsion spécifique est démentielle, mais surtout, pensez, les précédents ont joué dans du 23 000, etc. 400 millions de newtons de poussée. Vous pouvez lancer, si vous voulez, la tour Eiffel avec, il vous le fait, depuis le sol, je vous en prie. Alors là, vous allez me dire pourquoi tu me parles comme ça du Orion, parce qu'en fait, le Orion, beaucoup de gens ont dit au secours, on va faire péter des bombes nucléaires au sol, complètement taré les gars, vous voulez nucléariser la zone pour décoller. Et puis on sait aujourd'hui, depuis l'expérience Starfish Prime, que si on fait péter une bombe nucléaire en orbite autour de la Terre,
ça fout un énorme pulse électromagnétique au sol, ça coupe les communications, ça dégomme les satellites. Bizarrement, c'est pas une bonne idée. Enfin, c'est une bonne idée si vous voulez couper les communications de votre adversaire, ça oui. Mais bon, on s'est dit, faire décoller un Orion, ça veut dire qu'on va faire un blackout sur tous les États-Unis à chaque décollage. Et aussi nucléariser les gars dans les stations spatiales. Bon. Là-dessus, Stanislas Ulam fait « Non mais attendez, c'est pas vrai. » Parce qu'en fait, le génie de la chose, c'est que si vous faites péter une bombe nucléaire en mégatonnes, c'est les gros machins que la France a dans ses silos actuellement, là oui, vous provoquez un pulse électromagnétique. Mais Orion, non, on se calme. Orion, c'est un petit. Orion, il fait péter des bombes en kilotonnes, c'est-à-dire un petit peu plus petit que celles qui ont pété sur Hiroshima. Bon, c'est petit, en proportion. Bah ça crée pas de MP, ça crée pas de pulse électromagnétique. Donc Ulam a répondu à ses détracteurs, pas de problème, pas de blackout. Et puis bonus, on fera décoller Orion vers le pôle Nord, là où le champ magnétique protège la Terre, et puis voilà. Alors voilà, on va se prendre des méga aurores boréales à chaque décollage, ça ouais. Alors là-dessus, il y en a qui disaient, mais attendez, vous êtes complètement tarés au décollage, enfin la poussière soulevée, vous allez tuer tout le monde au décollage. Non. Il suffit juste de faire décoller Orion sur une plateforme surélevée, avec du béton armé et du graphite en dessous, ça veut dire que la première bombe elle pète, elle crée pas de débris. Hein? Donc sur le plan théorique, Orion est, je mets des gros guillemets, safe. Voilà, et ça reste un des moteurs les plus... Enfin, je mets le mot guillemets sur le mot moteur, parce qu'en fait, le concept c'est juste de balancer des bombes nucléaires derrière le vaisseau. Ok. Alors, là, j'espère que la vidéo va se lancer. Il s'agit d'un YouTuber, Scott Manley, qui est très connu pour jouer sur Kerbal, et qui a trouvé un moyen de fabriquer un Orion. J'espère que ça va charger. Et sûr que vous voyez un petit peu la tronche d'un truc qui balance des bombes nucléaires derrière. Et j'ai pas l'impression que Internet soit d'accord avec mon idée de... Ah si, en fait, vous cliquez là. Voilà. C'est l'idée, c'est de balancer des bombes nucléaires derrière le vaisseau. Voilà. Donc, je voulais vous le montrer parce que l'idée est tellement tarée que faut le voir. En fait, faut le voir pour y croire. Il faut pas oublier que l'armée américaine a payé et a financé, et ce document a été étudié. Alors j'ai pas retrouvé malheureusement la vidéo finale, puisqu'il y a eu des tests. Oui, il y a eu des tests qui ont été faits du Orion. Bon, pour éviter que les écolos gueulent un peu, voilà, ils ont fait ça avec de la TNT. Donc il y avait une sorte de cloche bourrée de TNT qui laissait tomber derrière elle des bombes. Il faut voir le machin qui décolle et qui laisse des bombes exploser derrière. Et qui vole très bien. Et qui vole super bien. Donc sur le plan théorique, Orion marche très bien. Bon, après, faut vouloir le faire. Ok, ah oui, j'ai oublié de détail. Il y a un énorme truc d'amortissement à l'arrière du vaisseau, hein, vous avez vu, parce qu'en effet, à chaque impulse, vous imaginez l'équipage qui se prend ça dans la tronche. Pas très agréable, hein. Vous n'avez pas intérêt à avoir mangé avant, parce que sinon, ça va pas le faire. Ok, ouais. Voilà pour la propulsion nucléaire à fission, où on utilise la fission nucléaire. Et là-dessus, il y en a qui se sont dit, attends, mais on sait faire des trucs, autre chose. Pourquoi pas de la fusion? Alors, il faudrait peut-être qu'il bouge. Hop. Hein? Pourquoi pas? Pourquoi pas exploiter la force nucléaire, thermonucléaire du Soleil pour propulser? Parce que, n'oublions pas l'équation initiale, plus c'est chaud et plus c'est éjecté rapidement à l'arrière du vaisseau, plus c'est efficace. Bon, alors le problème, c'est que la fusion, ça se domestique pas comme ça. Parce que la fission, c'est assez facile, hein, vous prenez un pain d'uranium, plaque, boum, hein, c'est assez facile à faire. La fission, c'est facile. La fusion, par contre, il y a 3 difficultés. La première, c'est qu'il faut avoir un gaz qui se fusionne, donc souvent de l'hydrogène, du deutérium, du tritium, c'est facile, je mets des gros guillemets à obtenir. Il faut l'allumer, donc il faut le chauffer à plusieurs millions de degrés, comme ça. Bon, alors pour chauffer des trucs, aujourd'hui les humains ils ont une très bonne technique, ça s'appelle le laser, mais du coup il faut un réacteur nucléaire pour alimenter le laser. Donc si vous voulez un vaisseau à fusion nucléaire, il vous faut déjà un réacteur nucléaire à bord du vaisseau. Un gros machin déjà. Donc déjà il faut allumer le plasma, il faut le contenir, parce que sinon, vous allez avoir une balle d'énergie pure qui va faire 1 km et qui va vaporiser le vaisseau dans le passage. Peut-être pas le truc qu'on souhaitait faire.
Puis enfin, si on s'amuse à contenir un machin, qu'on l'a allumé, qu'on contient la balle de fusion, il y a une partie qui va servir à propulser le vaisseau, mais il y a une autre partie qui va chauffer le vaisseau lui-même. Et là, si vous n'avez pas des radiateurs, votre vaisseau il va devenir rouge, puis bleu, puis blanc, puis il va se vaporiser tout seul. Donc, 3 problématiques pour la fusion. Premier concept, le confinement inertiel. Les gars, problème résolu. La fusion, elle se passe dehors du vaisseau, et on balance une petite cartouche de deutérium tritium à l'arrière du vaisseau. Et on va allumer plein de lasers, parce que bon voilà, hein, pas un ou deux, genre plein. Et les lasers vont réfléchir sur un miroir et allumer la balle de fusion à la sortie. Problème résolu, la chaleur est en dehors du vaisseau, le truc est à l'arrière, donc en plus on se prend pas le blast dans pleine tronche. Et bon, par contre, le problème de l'allumage de la balle de fusion, et ça vous voyez l'échelle, machin fait 120 mètres de diamètre. Voilà, et ça c'est plein de lasers qui vont allumer le réacteur. Donc bizarrement, le concept du Vista, comme on l'a appelé, c'est un des concepts de fusion, nécessite un vaisseau démentiellement grand pour fonctionner. Donc ça, vous ne le faites pas décoller du sol. D'ailleurs, si vous faites ça décoller du sol, littéralement, je rappelle, hein, à l'arrière, là, c'est des explosions thermonucléaires. Hein, donc bon, là par contre, Orion était safe. Vista un peu moins. Là, vous ne faites pas décoller Vista du sol. Alors là, ça devient vraiment rentable. C'est qu'on est dans la même cour des grands cru, 2 millions de newtons. Donc en effet, construire un énorme vaisseau propulsé par ça, pas de problème. Ok. Bon après, actuellement, on n'a pas les idées pour construire autant de lasers correctement et les alimenter. Donc en fait, il faudra à l'intérieur du truc à fusion, un réacteur à fusion nucléaire. Bon, autre solution, si on ne peut pas générer facilement la balle de fusion, on va générer un tokamak. C'est le principe, hein, on fait une sorte de donut avec des aimants. On va allumer dans ce tokamak un plasma de fusion qu'on va contenir et confiner hein, avec des aimants. Hein, c'est ce qu'on essaie de construire à ITER pas loin de Marseille. Alors ça va pas chauffer autant qu'on le voudrait, hein, c'est pas non plus la meilleure fusion du monde. Par contre, c'est contenu, c'est confiné, c'est cool. Et là-dessus, vous faites passer votre carburant au milieu du tore, il se fait chauffer et irradier la tronche, et il sort à plusieurs milliers de degrés derrière. Simple, efficace, relativement rentable. Alors, je ne l'ai pas mis sur le screen. Il faut imaginer que là, il y a les réservoirs, puis il y a 2 énormes radiateurs d'un demi-kilomètre de taille pour évacuer la chaleur. Parce que vous êtes quand même en train de confiner un plasma de fusion dans votre vaisseau lui-même. Donc dans ce genre de cas, si vous n'avez pas les radiateurs pour évacuer ça, radiateurs bien évidemment qui sont lourds et qui vont coûter très cher au vaisseau. Bon, là-dessus, la fusion, les gens se rendaient compte que, ouais, bon bah, sur le papier, c'est quand même pas vraiment pratique, quoi. Enfin, peut-être pouvoir trouver autre chose, une alternative, etc. Et là, il y a eu une alternative qui a été proposée, pardon. La fusion magnéto-inertielle. Les gars, ils ont dit, attendez, il y a un des deux concepts qui marche bien, mais il manque des trucs, et l'autre concept, il marche bien, mais il manque les autres trucs. Ok. Concept. Parce qu'en fait, c'est à nouveau un Orion, mais avec des bombes thermonucléaires. Bizarrement, il n'y a que ça qui marche. Hein. Je sais pas pourquoi, mais c'est les meilleurs moteurs qui marchent, c'est balancer des trucs qui explosent derrière le vaisseau. L'idée est toute simple. On génère un petit plasma dans une chambre de confinement. Légèrement, là c'est bon. Alors il faut quelques radiateurs, mais là ça va, c'est gérable. Un petit peu de laser pour l'allumer. Puis on va magnétiquement propulser ce plasma, hein, qui va sortir par là. À mi-chemin, entre-temps, il va y avoir des... Alors il y en a un qui joue avec du scotch tout à l'heure, c'est un peu le concept. Du scotch qui sont en fait des plaques de lithium qui vont être magnétiquement poussées sur la balle de plasma. Et au moment où cette balle de plasma va se faire écrabouiller par le lithium qui lui est tombé dessus, là, plaque. Et bien, le lithium ayant été poussé à grande vitesse par des aimants, ça va écrabouiller, donc faire une énorme pression, bonus,
souvenez-vous, la fusion, pour la déclencher, il faut soit une énorme pression, soit une énorme température. On a mis une super température ici, et là on met une méga pression. Boum. Littéralement, le moteur à magnéto-inertiel fabrique ses propres bombes thermonucléaires en live, et les balance derrière, et les explose. Voilà. Donc ça, sur le papier, il marche. Dans la pratique, c'est du Orion version 2.0, hein, bien sûr. Il n'est pas aussi efficace qu'on le souhaiterait, c'est ce qu'on s'est rendu compte après coup que bon, bof, niveau rendement, bof, pas vraiment ça. Ok, donc ça c'est pour la propulsion à fusion. Alors, la majorité des concepts que je vous ai présentés là, faut imaginer qu'après il y a plein de variantes où on se dit ouais on change le fuel, on va plutôt mettre le radiateur comme ça, puis finalement on va mettre les plasmas sur telle configuration. Il y a plein de configurations qui ont été imaginées. Objectivement à l'heure actuelle il n'y en a aucune qui est à peu près stable dans les réflexions. Donc j'ai bon espoir qu'un jour peut-être qu'il y a une idée de génie qui sortira. Sinon, parce que là c'était un peu en désespoir de cause, si la fusion, bon on n'arrive pas à la maîtriser, il reste toujours les voiles solaires, d'énormes surfaces réfléchissantes. Pour chaque kilomètre carré de voile, vous avez quand même 9 newtons. Donc, si on fait quand même un machin de plusieurs milliers de kilomètres carrés, ça commence à être vachement rentable. Bonus, zéro carburant. Zéro masse de carburant, pas de problème d'impulsion, peinard. Défaut, plus vous vous éloignez de votre source de lumière, genre le soleil, moins c'est efficace. Alors une des propositions qui a été imaginée pour ce genre de propulsion, c'est de mettre des relais à intermédiaires dans le système solaire avec des générateurs nucléaires et des lasers qui tirent sur les voiles. Bien évidemment, ça marcherait très bien dans le système solaire, c'est un des concepts de civilisation qui a été imaginé. Par contre, voyage interplanétaire, interstellaire, vous laissez tomber, hein, ça marche plus. Ouais. Tout à fait, c'est le concept. Alors, toute petite, la voile de Breakthrough Starshot, elle fait comme 1 km. Oh, elle est petite en proportion, et en effet, l'idée c'est ça, c'est de balancer une micro-sonde qui fait la taille de mon pouce, avec une voile d'1 km, et de tirer au laser dessus pour la balancer à 10% je crois de la vitesse de la lumière. Donc ça marche très bien. Après les humains ça rentre pas là-dedans. Donc si vous voulez faire à l'échelle, vous imaginez la taille du bébé. Voilà. Donc le petit problème, alors là c'est, je sais plus laquelle de voile c'est, honte sur moi. Mais bon. Donc là en effet c'est l'avantage, pas de problème de carburant, et c'est lent. Genre, très 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 lent. Vous comptez quand même sur le vent solaire pour vous pousser. Là, faut vraiment pas être pressé. On revient un petit peu au problème de la propulsion ionique initiale. C'est super efficace, par contre, c'est lent. Ok. Salut la tortue. Non, je te fais accélérer. J'arrive à peu près au bout. Je vous ai montré à peu près les différentes variantes. Alors, comme je disais, j'ai pas fait la propulsion à antimatière. Pour une raison toute simple. Je rappelle, l'idée de la propulsion antimatière, c'est de prendre un antiproton et de le faire collisionner avec un proton. Ça génère une énergie de malade. C'est cool. Le problème, c'est qu'il faut avoir un stock d'antiprotons. Et actuellement, sur Terre, c'est pas vraiment facile à faire, voire même on doute que ça puisse être produit de manière industrielle et conservé de manière industrielle. Donc en fait, je l'ai volontairement éliminé de l'équation parce que j'y crois pas du tout. Là, c'est une croyance de ma part. Peut-être que quelqu'un trouverait une idée de génie pour confiner l'antimatière. C'est une... Petit récapitulatif. Les moteurs conventionnels, on le voit, ils sont dans les toutes petites valeurs. Plus on commence à aller dans les moteurs dits alternatifs, soit on a des grandes efficacités, mais il faut pas être pressé. Soit on a des trucs complètement tarés, bien évidemment, qui sont capables de vous propulser à l'autre bout, désolé, pas la galaxie parce que ça va pas le faire. Donc on peut imaginer des, j'ai envie de dire des scientifiques ou technologiques pour que déjà les moteurs à fission se développent convenablement. J'ai bon espoir que le prochain voyage vers Mars se fasse avec une propulsion. C'est la piste de on n'y arrivera pas, on va le faire avec une propulsion chimique bête et méchante. Alors après les autres propulsions, peut-être qu'un jour elles émergeront. Alors j'ai volontairement passé sous silence un certain nombre de limitations, parce que sinon c'est pas marrant et faut un petit peu déprimer des fois. Déjà, j'en ai parlé avec la propulsion à fusion, des propulsions comme ça génère des quantités de chaleur de malade. Donc il faut imaginer des radiateurs
Songez, hein, la Station Spatiale Internationale, elle a son super panneau là, de panneaux solaires. Mais pour chaque panneau solaire, il y a un radiateur qui fait la taille de cette salle. Donc vous imaginez, pour une bête station spatiale qui est juste alimentée avec des panneaux solaires, il faut des... Vous imaginez des propulseurs qui ont un réacteur nucléaire à bord. Voilà. Faut un petit peu voir plus grand. Deuxième limitation, l'accélération. Orion, par exemple, ou le Vista, ils sont très efficaces. Par contre, votre personnel humain à bord, je rappelle, un humain, il se prend un jet d'accélération tous les jours sur Terre. Quand on est dans un avion, on monte à 2, 3, un seul moment où on décolle, c'est pas très agréable. Mais alors sur du Vista, vous prenez 30 000 G d'accélération en pleine tronche. Et là, bizarrement, la survie de votre équipage, vous avez plutôt du velouté de tomates sur le fond des sièges, mais c'est tout ce que vous aurez. Donc une des limitations de ces moteurs, c'est qu'il faudra les brider. C'est triste à dire, parce que sinon, la charge utile humaine, non, ouais, on peut pas la transporter. Ah bah ouais, c'est une délimitation technique. Il faut prendre ça en compte. Et j'ai envie de dire, des moteurs aussi pétés que le Vista ou le Orion ont la limitation que on est fragile. On est d'autant plus fragile qu'en plus, alors là c'est là où j'avais dit dans les moteurs Unobtainium, ça, je les ai pas mis, parce qu'il y a certains moteurs où il faut des matériaux tellement rares et tellement difficiles à obtenir dans le système solaire. J'ai un exemple des antiprotons pour l'antimatière où j'ai volontairement éliminé tellement c'est galère d'en obtenir. La propulsion à fusion, elle se baserait sur du deutérium et du tritium, on peut à peu près s'en sortir. Mais si vous pensez au problème de la raréfaction des ressources, l'uranium sur Terre, il n'est pas infini. Donc bien évidemment, si on s'amuse à construire plein de vaisseaux spatiaux basés sur l'uranium, à un moment donné, il n'y en a plus. Et il faut l'éliminer ailleurs, il faut galérer un peu autrement. Autre limitation, et j'en ai pas parlé, c'est que tous ces moteurs-là, notamment les moteurs nucléaires, génèrent des quantités de radiation de malade, et que si vous ne blindez pas votre équipage, il va se faire irradier par le moteur lui-même. Et c'est là où vous dites, très simple, tu peux mettre un blindage en plomb, de l'eau, du plomb. Ah oui, on a alourdit le vaisseau du coup. Bon, on augmente la puissance du moteur. Et là, on va recommencer l'équation. Donc c'est une des problématiques aussi, c'est que tous les moteurs que je vous ai montrés, la survie de l'équipage elle n'est pas garantie par l'accélération, mais aussi par le moteur lui-même qui va complètement irradier l'équipage. Il y a des solutions qui existent, notamment avec des paravents, si j'ose dire, ou des configurations de moteur pour éviter de brûler l'équipage, mais c'est pas tout à fait ça. Et puis enfin, tout ce que j'ai pas dit là-dedans, c'est qu'il y a des moteurs qui marchent très bien, genre le moteur à ion, mais voilà, la sonde Down, il lui a fallu, je crois, 5-6 ans pour atteindre sa... J'ai pas peur de dire une bêtise. C'est 10 ans, 10 ans de voyage pour atteindre un bête astéroïde dans la ceinture interne du système solaire. 10 ans de voyage. Enfin, déjà, nous, en l'école, 5 ans d'études, ça nous paraît long. Alors vous imaginez, 10 ans à d'attendre le petit caillou qui est là-bas qui arrive. Donc il y a des durées pour certains moteurs, elles sont pas compatibles avec la vie humaine. Pas compatible aussi avec le fait qu'un humain, il faut l'alimenter. Donc il y a plein d'autres solutions qui existent. Soit faire des vaisseaux générationnels où les gens se reproduisent à bord, ou alors des vaisseaux où les gens sont endormis. Et puis en effet, si votre durée de voyage est de plus de 80 ans, qui est la limite d'âge à peu près dans nos civilisations occidentales, vous allez avoir un cadavre qui va arriver. Et objectivement, c'est pas vraiment ce qu'on veut. Donc tous ces moteurs sont des concepts qui existent à l'heure actuelle, mais ils sont pour l'instant totalement incompatibles avec tout le reste de l'environnement de la conception spatiale, de la conception du voyage spatial. Et il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Donc j'espère que cette présentation vous a plu sur la vision de tous ces moteurs et ces variantes. Si vous souhaitez retrouver toutes les sources que j'ai utilisées, il y a un excellent site qui s'appelle le projet RAW, où ça fait plus de 20 ans qu'une bande de passionnés compile, regroupe, additionne toutes les ressources possibles et imaginables sur la propulsion et le vol spatial. Et je me suis beaucoup inspiré de ce site pour faire cette conférence. J'espère que ça vous a plu. Est-ce que vous avez des questions ? Hop, celui-là il marche. Ouais. Du coup. Alors pour toi, c'est quel moteur le plus viable aujourd'hui ? Alors le plus viable, ça dépend ce que tu entends par viable. Si c'est emmener des humains vers Mars, la solution prise par SpaceX avec un moteur chimique, ça marche très bien. Le moteur nucléaire passe encore. Si tu veux aller explorer un peu plus loin, allez, je pense qu'il faudra passer avec un moteur avec le gaz, un cœur gazeux, ce genre de choses.
Mais à l'heure actuelle, il n'y en a aucune qui est compatible avec garder des humains en parfaite santé en un court laps de temps. Le moteur dans Star Wars qui vous fait le trajet en moins de 20 minutes, non, on n'y est vraiment pas. Vraiment, vraiment pas. Donc à mes yeux, à court terme, nucléaire solide. À plus long terme, allez, le nucléaire gazeux. La fusion, bon, on l'a vu, ça a quand même des obstacles de malade, quasiment insurmontables. Ou pire, il reste Orion. Et sans déconner, c'est à mes yeux, ce serait la seule valable si un jour on nous dit il y a un astéroïde qui arrive sur Terre, il faut fuir. Bon, on va construire des Orions, foutu pour foutu. Ah, après, quand tu vois que le vol spatial habité représente une fraction infime aujourd'hui des vols spatiaux, le moteur le plus prometteur, ne serait-ce que pour propulser du fret et Par exemple, des oui, sondes. parce que si on est capable de balancer des tonnes et des tonnes de fret sur Mars pour construire des stations spatiales, bah à la limite, s'il y a 3 mois de voyage en propulsion chimique, Alors, tant dans qu'on ce n'embarque pas cas, tout le matos, c'est le plasma et Vasimre et Ion qui sont vachement rentables. Parce qu'ils sont extraordinairement efficaces. Là, on l'a vu, c'est du 29 000 de rentabilité. Le Vasimre est à notre portée technologique. On arrive à peu près à le faire aujourd'hui. Donc, à mes yeux, pour du fret, ouais, plasma et ionique, super bonne idée. Par contre, c'est de dire, bon, bah, je revois ma cargaison, je la retrouve dans 10 ans. Faut assumer. un Vasmir, on en a déjà allumé un. Ouais. Merveilleux. Au sol, il marche très bien. Là, malheureusement, il faut le tester dans des configurations plus spécifiques. Mais des prototypes ont déjà fonctionné. Alors, j'ai cherché des vidéos, mis à part de très belles images d'un truc bleu qui sort d'une cuillère, on voit pas grand chose. Mais le Vasim fonctionne. Après, c'est l'industrialiser et le rendre portabilisé, si je veux dire, à bord d'un vaisseau spatial. Voilà. Okay. Mais, à nouveau, il est lent. C'est vraiment des moteurs faits pour du fret, du transport de fond, Terre-Lune pour transporter les matériaux. Super, mais pas des humains. Ok. Voilà. Là, s'il y a d'autres questions.